Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. C'est fini? Mais oui. Bienvenue à tous. Bienvenue dans cet amphithéâtre pour cet après-midi d'échange. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir cet après-midi. Vous êtes nombreux à avoir traversé Paris, pluvieux. Bienvenue. Comme vous le savez, l'objectif de cet échange, c'est de vous donner aussi la parole. Donc préparez vos questions, parce que j'ai bien l'intention à un moment ou à un autre d'arrêter de travailler. Donc je compte sur vous. Nous sommes ici pour débattre de la place des citoyens dans une société démocratique écologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire une société écologique? Qu'est-ce que c'est une société démocratique? Est-ce qu'on peut en prendre soin de cette démocratie à l'heure où voilà, les Français qui sont dans cette salle savent à quel point nous sommes percutés depuis dimanche dernier par une réalité institutionnelle qui dérange, alors même que c'est une réalité qui est celle de nos voisins, de nombreux de nos voisins. Donc
quelle est la place de l'écologie? Est-ce un nouveau paradigme qu'il va falloir mettre au centre? C'est-à-dire que sur le marché des idéologies, est-ce la seule désormais, à l'heure où les blocs se sont effondrés, ou tout du moins certains sont aujourd'hui encore fragilisés? Voilà, on va mettre tout ça en débat. Et je vous présente nos deux invités. Éric De Luca, bonjour, vous êtes écrivain. Qui ne vous connaît pas, Éric De Luca? Voilà, on est ravis. Natif de Naples, vous êtes aussi journaliste, poète. Vous avez été récompensé par plusieurs prix littéraires, dont le prix européen de littérature et le prix Ulysse. Vous êtes traduit sur toute la planète, quasi. Et surtout, vous êtes un militant écologiste, un alpiniste chevronné, un écrivain engagé contre les excès du capitalisme. Voilà. Et vous réfléchissez à la condition humaine. Je cite, impossible. Voilà, le dernier qui est paru chez Gallimard. Le voici. À côté de vous, Dominique Bourg, vous avez signé Petit traité politique à l'usage des générations écologiques, donc co-signé avec Alain Papot aux éditions Entremises. Bienvenue. Et vous, de votre côté, vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, et vous avez, entre autres, axé vos recherches sur l'éthique du développement durable, le principe de précaution, la démocratie participative. Voilà, entre autres, membre du conseil d'orientation, du think tank, Do Tank, la fabrique écologique, et du conseil scientifique de la Fondation Zoein. Bienvenue à tous les deux. Peut-être, alors, est-ce que l'écologie, aujourd'hui, à l'heure où on parle beaucoup de radicalité, alors peut-être que c'est un débat très français, mais à l'heure où la radicalité est aujourd'hui au centre, voilà, il faudrait faire montre de radicalité, remettre du conflit et de la politique dans le débat, peut-être au moment où les frontières entre les espaces politiques se sont un peu fondues. Diriez-vous que l'écologie est désormais la seule idéologie sur le marché des idéologies qui conduit à un engagement qui peut ou qui se doit d'être radical? Éric De Luca. L'écologie est une question de vie ou de mort de la planète. Donc, peut-être regarde aussi l'idéologie, mais ça regarde la survie de la planète. Et, on est dans un désert ou dans un naufrage. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, la communauté qui arrive à se sauver, à se trouver dans cette condition, est celle de se donner une distribution de ressources égalitaires. Par exemple, l'alimentation, la plus grande histoire de distribution alimentaire. Égalitaire a été écrite dans le chapitre 16 du livre de l'Exode. C'est la distribution de la manne, autrement dite pain des cieux. Et là, il y a une nécessité. La manne tombait tous les jours, sauf le samedi, et servait à alimenter une population d'1,5 million de personnes. Donc une grande quantité. Mais la question fondamentale était la distribution en parties égaux. Et donc la première urgence était de réaliser la distribution égalitaire. Après, la deuxième urgence du distributeur était celle de ne transformer pas le gratuit en marchandise. Quelle est l'objection? Qu'on peut se transformer en marchandise une distribution gratuite quotidienne. Bon, l'objection ne tient pas compte de l'ingéniosité de l'espèce humaine qui arrive à transformer en marchandise même le gratuit. Ça veut dire, par exemple, que la manne, quelqu'un pouvait la faire avancer, pas la consommer toute dans la soirée, et la faire avancer pour le jour après. Le jour après, il pouvait l'offrir à un voisin qui était paresseux, ne voulait pas sortir du grand campement pour la recueillir à l'extérieur. Et il fallait, alors il pouvait lui offrir cette manne avancée et donc la transformer en marchandise. Alors le distributeur avait fait une manière que la manne, ou s'il n'était pas consommé en journée, le jour après était pourri. On ne pouvait pas. Alors il avait extrait de la manne la valeur d'échange.
il ne restait que le valeur d'emploi. Il y a aussi des autres belles recommandations autour. Mais donc, dans une situation de désert, est normal que les libertés individuelles sont réduites. Et à la prévalence, à la priorité, la conservation de la situation. Donc nous sommes déjà dans une situation de désert. Mais nous sommes encore dans une allure insouciante. Et donc encore concentrés sur l'individualisme. L'effet sera qu'on sera forcé à devenir vertueux. On ne devient pas vertueux par choix, par bonne volonté, non? Mais par nécessité, comme dans le désert. Vous êtes d'accord, Dominique Bourg? Finalement, voilà, la question n'est pas de se demander ce qui reste sur le marché des idéologies, c'est juste que le GIEC nous le dit, on a 3 ans pour agir et en fait, voilà, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Oui, je suis relativement d'accord. En tout cas, faire entrer l'écologie par l'idéologie, c'est complètement faux. Ce n'est pas le premier problème. Le premier problème, et Luca vient de le rappeler, hein, depuis 2018, on a un signal du dérèglement climatique qui est sorti très violemment du bruit. Désormais, on a des maxima de température qui approchent ou qui dépassent les 50 degrés Celsius. Et on peut commencer à l'extrême nord de la Sibérie, à Verkhoyansk, qu'on a eu 48,7 l'été dernier, et vous passez par la Grèce, vous avez eu 50 degrés sur l'Acropole l'été dernier, vous avez eu 47,8 à Syracuse, dans le golfe Persique, les 50 degrés c'est fréquent, au Pakistan, en Inde, en Australie. En fait, pratiquement sur toute la planète, si vous allez regarder du côté de l'Antarctique, il y a quelques mois, sur la base de Concordia, vous avez une température qui était de 30 degrés supérieure à la moyenne. Donc si franchement, vous pensez que vous souciez de la planète, c'est de l'idéologie, ben, achetez tout de suite un cercueil et montez dedans. Hein, c'est complètement idiot, c'est stupide. Et c'est effectivement ce qu'une certaine presse, d'ailleurs, nous raconte. En revanche, cette situation qu'on connaît aujourd'hui, oui, elle est le produit d'idées, donc d'idéologie. Et si vous voulez répondre à ces idées, c'est par d'autres idées. Donc forcément, vous allez aller rentrer dans le domaine des idées. Mais si vous réduisez l'écologie à ça, vous n'avez pas compris ce qui est en train de nous arriver. C'est effectivement juste. C'est une difficulté vitale. Alors, ces idées sont de très très anciennes idées. C'est la naissance de la modernité à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. On s'est mis à penser que tout ce qui était autour de nous, ce n'était que des particules matérielles, sans intériorité, sans sensibilité, sans intelligence, reliées entre elles par une seule loi. Et du coup, ce n'était pas une fantaisie de Descartes, hein, quand il parlait d'animaux-machines. Ce n'est pas que les animaux qui étaient des machines, les plantes étaient des machines. Et évidemment, ça a été très contesté, mais à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, on rédige des traités de zootechnie où on considère vraiment les animaux comme des machines. Il y a encore quelques années, quand vous faisiez des études de vétérinaire à Maison-Alfort, on vous racontait que si vous deviez anesthésier une vache, si vous deviez opérer, pratiquer une césarienne sur une vache, vous n'aviez pas à l'anesthésier. C'était une machine. Elle ne sentait pas de douleur. Donc voilà, après vous avez les abattoirs de Chicago, début du XXe siècle, puis aujourd'hui, en fait, si vous regardez les vertébrés sauvages sur Terre, si vous en mesurez la biomasse, c'est 3%. 30%, ce sont nous autres, les humains, et puis les 67% restants, ce sont nos animaux d'élevage et nos animaux domestiques. On a tout flingué. On pensait qu'au moins l'étage en dessous, des insectes, les arthropodes, c'est-à-dire les vertébrés sont structurés par une colonne vertébrale, les arthropodes sont structurés à l'extérieur par une carapace. Ça va, si vous voulez, du moustique au crabe. Il y a encore 4 ans, on pensait que ça allait, les amis. Et bon, on avait flingué toutes les grosses bêtes, mais il restait toutes les petites. Ben non, elles s'effondrent autour de nous. Donc si vous pensez que tout ça, c'est de l'idéologie, je vous dis, vous prenez votre cercueil et vous y allez. C'est bon. Ça n'a pas de sens.
C'est complètement fou, c'est complètement dingo. Alors effectivement, on a construit l'idée que nous autres, on était les seuls à ressembler à Dieu. On était à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est sans doute pas très sympathique pour lui, parce que si on lui ressemble, il nous ressemble. Et donc franchement, n'allez pas chercher un salut de ce côté-là, parce que s'il nous ressemble, c'est pas bon. Et donc on a imaginé que la nature, ça n'était qu'un décor, qu'on pouvait y faire ce qu'on voulait. Passez-moi l'expression, mais on pouvait tout péter. Là, on était excellent. Et puis aujourd'hui, on commence à voir l'effet boomerang. Ça nous revient dans la figure. Et ça nous revient vraiment depuis très peu de temps dans la figure. Je sais bien qu'en 95, on dit ça y est, le signal du dérèglement climatique sort un peu du bruit, on voit les 3 brigades. Non, mais ça ne touchait pas les gens. Là, ça nous touche. Et donc, effectivement, arrêtons de parler d'idéologie. Et après, on pourra aborder, si vous voulez bien, la question de la radicalité. Oui, mais justement, quand on parle d'idéologie, c'est aussi une manière en fait de disqualifier cet engagement. On le voit très bien, évidemment, c'est un cheminement sur lequel on va converser ensemble. Cette idée de disqualifier en faisant de la question écologique une idéologie, c'est aussi parce que, et ça nous on l'a vécu, et je vais me faire un peu l'avocate du diable, on a vécu cela au travers aussi de politiques publiques mises en œuvre pour opérer cette transition écologique. L'enjeu de cette transition écologique, c'est qu'elle soit juste. Quand on parle de transition juste, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ceux qui subissent le plus, ce sont les classes populaires, qui paradoxalement polluent le moins. Premièrement, quand on a vu les gilets jaunes en France s'emparer des ronds-points en disant fin du monde, fin du mois, après tout, on est quand même dans les mêmes thématiques. On les a parfois renvoyés dans leurs 15 mètres en disant ce sont des factieux et ils n'ont pas la bonne manière finalement de poser l'enjeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'heure où il y a des générations de jeunes gens qui se sont engagés dans le monde entier, qui ont défilé, qui nous disent aujourd'hui être victimes de ce qu'on appelle la solastalgie, d'éco-anxiété, qui vous disent « je ne peux pas me projeter après mes 30 ans et il est hors de question pour moi de faire des enfants dans ce monde-là », on voit l'urgence. Sauf que on vous renvoie à l'idée que c'est une idéologie et finalement, on vous parle à côté de croissance verte, comme si tout ceci n'était finalement... On restait dans l'idée d'un monde infini. Quand on parle de remettre le citoyen, parce que c'est l'objet de notre débat, au centre de ce nouveau paradigme qui est l'écologie et de construire une société démocratique qui ne laisse personne sur le bord de la route, vous voyez à quel point on est dans une forme d'injonction contradictoire qui fera que, oui, peut-être que nous, à l'Ouest, on s'en sortira, mais est-ce qu'on peut en dire autant des gens qui sont au Bangladesh ou de ceux qui vont souffrir d'émeutes de la faim au Liban dans quelques mois ? Oui, J'avais raté le point d'interrogation. J'attendais la suite. C'est une remarque. Donc le point d'interrogation, c'est comment, justement, on met en place cette forme de transition juste vers une société écologique qui soit véritablement démocratique et qui ne laisse personne sur le bord de la route, parce qu'on voit déjà à quel point c'est difficile. D'abord, une société démocratique, avant d'être écologique, une société démocratique doit respecter les droits des citoyens. Et le droit principal des citoyens, c'est le droit à la santé et à l'intégrité physique. Donc, l'Italie a un format démocratique, mais régulièrement nie ce droit à certaines populations de l'Italie. Par exemple, dans la Val de Suse, en perçant des montagnes chargées d'amiante et de pechblende, ou dans la ville de Taranto, où la sidérurgie empoisonne des quartiers entiers avec des taux de mortalité infantile absurdes et avec la propriété qui se refuse d'installer les mesures nécessaires. Donc, dans cette condition-là, la démocratie, où se trouve? Se trouve dans les luttes collectives des populations qui résistent à l'écrasement de leurs droits. Il part de là, la démocratie, dans des situations de désert, comme je dis, de désert des droits, du droit fondamental à l'intégrité physique et à la santé. Donc, si on veut chercher la démocratie, il n'y a pas dans les règles, mais dans les réactions des populations directement blessées. Et vous pensez qu'une fois qu'on a véritablement mis au centre la question des droits,
comment on arrive à mettre au centre aussi la question écologique et faire comprendre, vous évoquiez à l'instant, voilà, ces gens, on perce des montagnes, on détruit leur environnement, leur cadre de vie. Est-ce qu'ils ont véritablement conscience, selon vous, mais c'est, voilà, sans mépris aucun, que ces questions sont des questions écologiques? Oui, mais une démocratie écologique est hors de notre portée. Sera à la portée d'une génération qui est née dans ce nouveau siècle. Elle aura la détermination à inventer une économie de la réparation de la planète, qui serait une économie peut-être très floride, non? Ce n'est pas une économie de la restriction, mais peut-être une économie de grand investissement dans la réparation de la planète et dans la technologie du respect. Ça, ce sont mais ce sont des tâches qui sont hors de la portée de notre génération et de notre système politique. Vous êtes d'accord, Dominique Bourg, c'est pas nous qui ferons ce travail? Non, alors sur la démocratie écologique, non, je ne pense pas que c'est simplement la prochaine génération. Je crois que ça devrait venir beaucoup plus vite. Mais je voudrais revenir sur l'état des lieux que vous avez dressé, déjà premièrement sur la question de la jeunesse. Vous avez eu une sous-branche du Lancet qui a publié en septembre dernier, le 14 septembre, une enquête auprès de 10 000 jeunes. Sur ces 10 000 jeunes qui venaient de 10 pays. Dans les pays, vous aviez Niger, je ne sais plus, Philippines, Maroc, Brésil, Inde, donc des pays qui ne sont pas des pays anciennement industriels. Et là, quel que soit le pays, en fait, c'était 3 jeunes sur 4 qui taxaient leur avenir d'effrayant. Effrayant. 3 jeunes sur 4, et pas des bobos du 5e arrondissement parisien, hein, et pas forcément des gens qui avaient parcouru un cursus universitaire. Et pour beaucoup de ces gens-là, leur diagnostic et leur pronostic, il est appuyé sur une expérience directe. Comme je vous ai dit, ça va vite, et il y a certaines dégradations qui ont des impacts énormes. 39% de ces jeunes s'interrogeaient sur le fait de devoir avoir des enfants. 56% de ces jeunes s'interrogeaient sur la pérennité du genre humain sur Terre. Alors quand on voit les gens qui sont au pouvoir, ils ont raison. Franchement, on peut franchement s'inquiéter. Alors là, on voit qu'on a pour la première fois un affect universel. C'est probablement jamais arrivé dans l'humanité qu'une peur fondée soit partagée partout. Y compris pendant les guerres mondiales, y compris avec la menace nucléaire, il n'y a jamais eu dans l'histoire... La menace nucléaire, on savait très bien que ça n'allait pas tomber partout. Alors après, oui, on parlait de l'hiver nucléaire, etc. Si l'humanité a été assez folle pour créer un nuage de poussière qui pouvait ressembler à ce qui a fini par avoir eu raison des dinosaures, oui, là, on pouvait s'inquiéter. Mais moi, j'ai traversé cette période étant jeune. Tous les matins, je ne m'attendais pas à ce qu'une bombe soviétique me tombe dessus. Il y avait, oui, un petit fond de l'esprit qui était retenu par ça. Là, non. Là, ce n'est pas un petit fond. Vous avez parlé de solastalgie. Demandez, je ne sais pas s'il y a des psychiatres dans la salle, mais dans leur clientèle, il y a un nombre de gens de plus en plus important qui viennent consulter pour éco-anxiété. Alors évidemment, il y a des psychiatres qui, pour soigner les gens, leur racontent qu'il n'y a pas de problème. Ceux-là sont malades eux-mêmes, évitez-les. Mais bon, on a un véritable sujet. Ensuite, deuxième sujet qui me semble très important, c'est quand on parle de transition juste. C'était quand même le début de votre question. Et le fond de votre question, ok, mais souvent, là aussi, on fait une erreur d'appréciation. Vous avez parlé de gilets jaunes. Ok, bien sûr, il y a eu un problème avec les gilets jaunes, c'est le moins qu'on puisse dire, qui était lié au climat, et qui était lié à la taxe carbone. Mais les gilets jaunes français, je suis vraiment désolé, à peu de choses près, ils font partie des 800 millions les plus riches sur cette planète. Je vous rappelle que les 1% les plus riches de la planète, c'est 15% des émissions mondiales, à eux tout seuls, 1%. Et que les 10% les plus riches, alors c'était réévalué dans le rapport 3 du GIEC, c'est un peu moins que ce que disait autrefois Oxfam, mais disons c'est entre 35 et 43% des émissions mondiales. En revanche, ce qui a peu évolué, c'est les 50% les plus pauvres. Je crois que je dis ça de mémoire, c'est aussi un peu plus que ce que disait Oxfam, mais c'est à peu près 13% des émissions mondiales. Je vous coupe, mais vous comprendrez qu'en fait, quand on a du mal à finir son mois, la question d'être plus riche que son voisin, qui est à quelques centaines de milliers de kilomètres, elle a du mal à se poser. Il faut se la poser aussi. Il faut se la poser aussi parce que dans la revendication qu'on va avoir, si la revendication du gilet jaune, c'est dur à dire, je n'ai pas de bagnole, alors je vais pouvoir le dire plus facilement, mais c'est d'avoir lui aussi une grosse bagnole, non. Je suis désolé, mais ce n'est pas le truc qu'on peut satisfaire.
C'est vraiment important, effectivement, il n'y aura pas d'écologie sans ça, sans qu'il y ait une transition juste. Mais pour qu'il y ait une transition juste, il faut se dire qu'à l'horizon de quelques décennies, on doit être à peu près tous revenus, à peu de choses près, à la même empreinte écologique. Si on ne se dit pas ça, on n'est pas dans la transition juste. Et donc, bien sûr, les fameux 10%, je l'ai dit avec les 1%, eux-mêmes, ils masquent des diversités vraiment énormes. Il y a la moitié des gens ici qui ont du mal à boucler leur budget à la fin du mois. Je ne le nie absolument pas. Mais en même temps, je dois regarder, si je raisonne de manière écologique, je dois aller au-delà et je dois replacer ça dans un contexte plus large. Alors, soyons très clairs, ça ne veut pas dire que celui qui a peu doit toujours avoir peu. Ça veut dire que ceux qui ont plus, ben oui, sur le plan des ressources naturelles, il serait nécessaire qu'ils aient moins. Ça, en général, le gilet jaune est plutôt d'accord. Oui, oui. L'idée est donc de redistribuer. Éric de Luca, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que la question écologique, finalement, elle est dans un continuum historique qui est celui de la remise en cause d'un capitalisme productiviste, extractiviste et inégalitaire. Le capitalisme aussi, mais je pense qu'il y a, j'imagine, hein, je ne suis pas un penseur, mais j'imagine, mon opinion est que la question c'est de délégitimer la vieillesse, désinvestir dans la vieillesse. Ça veut dire que nous, qui sommes vieux, nous devons réduire notre pouvoir de décision sur le futur. Donc il faut que vous arrêtiez de voter. Sur le futur, parce que nous n'avons pas le droit au futur. Et c'est un futur qui est toujours plus menacé par notre allure insouciante, comme je disais à bord. Donc, j'imagine une forte réduction du droit de voter pour les anciens, une forte réduction de l'âge du droit électoral. Alors en Italie, le droit de vote est à... Des personnes de 14 ans, parce qu'ils ils sont les responsables de leur futur. Et quoi, à 60 ans, vous n'avez plus le droit de voter? Pour 60 ans, au moins. Pour moi, un vaut un dans la démocratie, c'est plus valable maintenant. Dans des conditions d'urgence comme ça, c'est plus valable. Mon 1 ne peut pas valoir comme le 1 d'un jeune homme de 16 ans. Mais donc, il faut que son droit de voter vaut 3 fois le mien. Il peut voter 3 fois. C'est pas très démocratique, ça, Éric de Luca, quand même. Non, c'est pas démocratique parce que c'est la démission de la loi démocratique de 1 vaut 1. Non, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Donc il faut désinvestir dans la vieillesse et comme ça investir dans la jeunesse. C'est une question d'âge, outre que de capitalisme. Vous êtes d'accord, Dominique Bourg? Complètement d'accord. Simplement. Alors je vous préviens, attention. Moi, c'est pas la première fois que je le dis, hein, donc il n'y a pas de problème. Non, Éric de Luca là-dessus a tout à fait raison, si vous voulez. Si on comprend bien ce qui se passe, le problème de l'environnement, c'est que vous prenez des décisions et en général, vous avez les conséquences relativement longtemps après. Je dis bien, en gros, on peut ergoter sur un truc, mais en gros, nos émissions d'aujourd'hui, c'est pratiquement déjà le climat dans 20 ans. Donc, moi, je ne dirais pas interdire aux vieux de voter, je dirais simplement qu'en fonction de l'âge, il y a un moment donné où on a une sous-pondération. C'est-à-dire que quand on est sur des sujets, les sujets énergie, etc., des sujets fondamentaux, enfin ils sont presque tous fondamentaux, c'est sûr que quand vous avez 20 à 30 ans, vous devriez avoir une voix qui compte plus que celle de 60 ans. Et encore pire si vous êtes plus âgé. J'ai absolument pas de problème avec ça. Je pense que ça serait très important de le faire parce que là, aujourd'hui, c'est en quelque sorte les classes âgées. Et moi, j'ai encore en tête, là, c'était au début de la semaine, l'interview par une journaliste, Pauline de Malherbe, d'une jeune... De RMC, oui. Voilà. D'une jeune militante climat à qui elle disait « Vous avez emmerdé les gens qui vont travailler en bloquant les routes ». Elle est folle, cette femme. Est-ce qu'elle sait de quoi il s'agit aujourd'hui? Donc, cette jeune fille, ou jeune femme, peu importe, a le courage d'aller bloquer un trafic
Moi, vous avez cité un livre qui est un peu marginal, mais notamment, je me suis beaucoup intéressé à la question de la désobéissance civile, et je l'ai pratiqué moi-même. Hein. J'ai occupé une banque, j'ai occupé un centre de trading, etc. J'ai absolument aucun problème avec ça. Et donc, je pense que c'est très important de donner beaucoup plus de poids à cette jeunesse. Et le cas Greta Thunberg est vraiment très intéressant. Quand elle a commencé, elle était vraiment gamine, quoi, ado. Elle avait 14 ans. Ouais, elle a 14 ans. Et quand vous voyez son degré de conscience de la situation, et puis celui, par exemple, d'un président de la République, je ne nommerai personne, vous dites que, franchement, il y a un problème. La sagesse n'est vraiment plus où il était. Dans la tradition, on disait toujours que la sagesse vient avec l'âge. Je peux vous dire, pas du tout. J'en fais l'expérience tous les jours. Mais là, sur ces questions-là, on doit, encore une fois, surpondérer la voix de ceux qui sont plus jeunes, parce qu'effectivement, mon voisin et moi, aujourd'hui, on décide à part égale d'un avenir que l'on n'aura pas à pâtir. C'est pas tout à fait normal. J'entends dans ce que vous dites qu'effectivement la question et la place des générations futures dans notre prospective, dans notre manière de penser les politiques publiques doit être centrale. D'ailleurs, c'est un débat au sein des institutions, comment penser les générations futures. Le problème, c'est que pour l'instant, on est dans le cadre du concept, premièrement. Deuxièmement, on a aussi, vous évoquiez le cas de mes confrères journalistes, on a aussi une forme de conservatisme qui empêche peut-être une partie et de la classe politique et de la classe médiatique, de corporations, à voir cette réalité. Mais par ailleurs, on revient en fait à ce qu'on disait aussi un petit peu au début, c'est que sur la représentativité, ok, on sort d'élections en France. Il y a des partis écolos. Vous avez des partis écolos aussi en Italie, on a des écolos en Allemagne, mais ils sont extrêmement faibles. Donc, ok, on peut pondérer en se disant, moins de place pour le vote des plus de 50 ans, des plus de 60 ans, parce qu'ils ne seront pas les premiers bénéficiaires de ces politiques dont acte, mais pour qui voter à partir du moment où les gens ne se sentent pas représentés par ces partis qui incarnent cette écologie, qui finalement, dans ces récits, là ça n'engage que moi, mais n'est pas véritablement désirable. Le récit de l'écologie politique aujourd'hui, est-il désirable? J'entends qu'il faille faire peur, mais est-ce qu'il n'y a pas un récit de l'écologie politique qui puisse dire l'écologie politique finalement c'est mieux manger, c'est réentendre les oiseaux, c'est revoir les étoiles la nuit? Ce récit-là il n'existe pas, alors véritablement qui incarne ça? Là, ça laisse à Dominique Bourg le temps de réfléchir à sa réponse. Il y a aussi des questions rhétoriques qui restent suspendues. C'est vrai. Répondre. Oui, toute question n'appelle pas une réponse. Mais bon, écoutez, donc, allez-y, je vous en prie. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question et elle est très difficile parce que c'est clair que changer la société au bénéfice d'une plus grande harmonie avec la nature, on l'a dit, ça présuppose de resserrer drastiquement les inégalités. Et effectivement, on ne va pas faire ça pour vivre mal, moins bien. L'idée, c'est qu'une politique écologique, elle doit toujours être guidée par un objectif de bien-être. On est très clair là-dessus. Mais en même temps, et c'est pas contradictoire, mais c'est vrai qu'on est allé vraiment très loin dans la destruction. Très, très loin. Et donc, on est un peu aujourd'hui comme des fous. Et c'est sûr qu'on est tellement destructeurs que dans un premier temps, il nous faut un peu une camisole de force. Et donc, on parle d'écologie punitive, mais on a pris des habitudes tellement destructrices qu'on est obligé de revenir là-dessus. Et ça, c'est sûr que je ne peux pas nier qu'il y a nécessairement un aspect négatif. Il y a nécessairement un aspect de limitation des comportements les plus destructeurs. Et c'est sûr que nos adversaires, c'est toujours ce qu'ils mettent en avant. Et je peux les comprendre, c'est tout à fait de bonne guerre. Mais en même temps, si je suis honnête... Il va falloir qu'on passe par là. Oui, alors de toute façon, ça va se faire tout seul. Hein, mais moins on le prépare, moins on l'anticipe, plus ça se fera et de façon violente et de façon injuste et très mal répartie. Donc si on veut vraiment changer les choses, ce qui est
effectivement très difficile, très engageant, c'est clair qu'il y a un certain nombre de comportements qu'on ne peut plus avoir. C'est-à-dire aller avec EasyJet, prendre une bière à Barcelone depuis Paris. Ils font de la pub pour Barcelone à 35 €. Voilà, justement, mais ça on voit bien que notre système est fou. Et c'est-à-dire, on voit bien qu'on a un système qui n'a aucune cohérence. On a organisé une COP21, etc., et on laisse faire ça. Si on prenait vraiment au sérieux la question climatique, une des premières choses qu'on arrêterait, c'est ça. Ça n'a aucune nécessité et c'est hyper destructeur. Si je prends la ville de Genève, il y a juste quelques personnes, mais c'est quand même quelques centaines, peut-être même quelques milliers, qui font plusieurs fois par semaine l'aller-retour en avion entre Londres et Genève. Certains en jet privé, pire. Et d'autres quand même en avion public, mais c'est pas plus acceptable. Ça, ce sont des comportements qui, au regard de ce qu'on connaît, c'est même pas un jugement moral, au regard de ce qu'on connaît, ce sont désormais des comportements criminels. On peut organiser autrement sa vie pour ne pas se mettre dans l'obligation de faire ça. Alors ces gens-là vont vous dire que vous êtes punitif, c'est clair. Oui, et souvent ce sont eux aussi qui représentent un pouvoir, que ce soit économique ou politique. Henri De Luca, et après je vous passe la parole. Vous, justement, en tant qu'amoureux de la nature, montagnard confirmé, que diriez-vous du rapport qu'on a aujourd'hui avec cette nature, surtout, alors vous êtes dans la banlieue de Rome, mais nous ici, qui est francilien dans cette pièce? Qui est parisien? Non, justement, j'ai fait exprès. Voilà. Les franciliens, est-ce que vous avez encore accès aux étoiles? Ceux qui ont accès, ceux qui voient le ciel la nuit, ceux qui voient des étoiles. Ça fait pas beaucoup quand même. Ils ont des yeux perçants. Mais pas nécessairement. C'est-à-dire, pardon? À travers les baies vitrées. Non, mais il y a voir le ciel et il y a voir les étoiles. Qui voit des étoiles dans cette pièce? Qui voit les étoiles la nuit? Non, mais ça, c'est quand même le signe aussi de la pollution lumineuse, qui a des implications, puisque vous évoquiez la biodiversité, ça a des conséquences sur la biodiversité. Petite parenthèse, mais qu'est-ce que ça vous inspire, Henri De Luca, le fait qu'aujourd'hui, on se soit peut-être, nous, urbains spécifiquement, si éloignés de la nature que finalement, on ne voit pas tant que ça, qu'on la détruit? Je fais une petite distinction pour moi entre nature et ambiance. Nature est là où notre présence est presque absente. Par exemple, à notre montagne, je peux voir comment était le monde avant nous, peut-être comme sera après nous. Donc il y a un vide où nous ne sommes pas des invités, nous ne sommes pas des hôtes flattés, nous sommes des intrus. Il faut passer le plus doucement possible et inaperçu possible. Ambiance, du verbe latin ambire, ça veut dire cercler, encercler, et ce sentiment qui a eu toujours l'espèce humaine d'être encerclé par la nature. Et donc il a toujours forcé le périmètre, la circonférence du cercle, la réduire pour s'élargir. Donc, ambiance est où nous sommes sur le terrain. Ici, nous sommes dans l'ambiance, où nous sommes la majorité écrasante de la vie naturelle. Donc, dans cette ambiance, alors je fais mes passages en montagne, et donc là, je prends des vacances comme ça, non? Je prends des vacances de la pression générale de l'espèce humaine sur la planète. Là, je récupère la juste proportion entre ma taille et la taille de la planète. Là, ici, nous sommes dans la oppression et dans la pression de l'ambiance. Et donc, c'est ça le champ de bataille. La nature est ailleurs. Pour moi. C'est une question de définition personnelle. Ce qui est terminé définitivement est la sagesse des vieux, comme on disait d'abord. Les vieux ne sont plus sages. Les vieux sont aveugles. Tous aveugles. Et là, ils ne regardent pas même l'intérêt immédiat. Ils sont plus capables d'imaginer
Donc, le vieux, il faut aller vers une interdiction des vieux. Ça veut dire qu'il faut des partis comme des partis de la jeunesse responsable. Je pourrais donner ce titre du parti de la jeunesse responsable, où le président de la République, vous avez un président de la République très jeune. Non, mais il est vieux pour moi. Il est très vieux pour moi. 30 ans. Le président d'une République doit avoir 30 ans maximum. Après, il y a des gens qui sont... Enfin, tous les deux, vous êtes finalement éternellement jeunes. C'est ça que ça veut dire. C'est que tout dépend de quel point de vue on se place. Il y a des gens qui naissent vieux. Si, j'élimine ma candidature. C'est bien dommage. Alors justement, on a des jeunes avec nous. Des jeunes étudiants qui, peut-être... voilà, vous savez que bientôt, vous allez pouvoir voter. Ça comptera pour 3. Dans le monde de Monsieur De Luca. On va en parler. Alors, je vous en prie, présentez-vous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Bon. Du coup, moi c'est Arthur Dardarian, étudiant en école de commerce. Est-ce que vous voulez vous présenter, vous poser des questions après? Bon. Okay. Moi je suis Thaïs Désert, étudiante en droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et moi je suis Alice Guillaume-Manca et j'étudie la physique à Sorbonne Université. Et donc vous avez tous les 3 préparé des questions. Quelques questions, mais après cette concertée, on voulait un petit peu revenir sur ce que vous avez pu dire, votre conception des choses, qui n'est pas forcément totalement en accord avec notre position, même si on l'entend et qu'elle est très intéressante. Tout à l'heure, du coup, vous nous parliez que, et ce qui est totalement vrai, l'écologie, c'est pas que les émissions de carbone, le CO2, etc. C'est avant tout penser à un système, savoir qu'on est un maillon dans la chaîne naturelle et que ce qui est important, c'est de penser autrui, de penser notre environnement et pas uniquement notre impact sur celui-ci, mais plutôt notre relation avec celui-ci. Tout à l'heure, vous parliez de démocratie en excluant une partie des citoyens. Est-ce que c'est vraiment une démocratie? Et du coup, notre question qui englobe tout ça, c'est il faut aller vite, il faut prendre des décisions très dures. Est-ce que finalement la solution c'est pas de davantage donner le pouvoir aux citoyens en utilisant les nouvelles technologies comme par exemple avec une gouvernance participative via la blockchain ou autres technologies permettant de prendre des décisions difficiles mais prises par les acteurs directs sans exclure toute une partie de la population. Si vous faites la blockchain, je suis sûre que les plus de 40 ans sont exclus. Malheureusement, enfin, c'est possible. Je pose ça là, hein, je sais pas, hein, mais on va faire... Qui connaît la blockchain dans cette pièce? Ah, quand même. Qui saurait l'utiliser? Mais qui... Ouais, mais on a un biais sociologique en étant à Paris. Ah, par contre, l'empreinte écologique est catastrophique. Mais... débat. Mais il y a une réflexion à avoir sur ce sujet-ci peut-être. Mais du coup, la question qui sous-tend, c'est quel doit être le modèle démocratique? Est-ce qu'il faut rester sur ce modèle démocratique-ci? Est-ce qu'il faut s'extraire de la démocratie pour prendre des décisions très dures et les imposer à la population? Ou est-ce qu'il faut que ce soit la population qui prenne les décisions elle-même et qui assume après les conséquences de ces décisions? Alors, on revient à la question de politique radicale ou pas. On va prendre l'exemple de la Chine, hein, par ailleurs. Je complète. La Chine, quand il s'agit de rendre le ciel de Pékin un peu plus vivable, ils ont décidé de manière totalement verticale de dire « bon, vous fermez tout et puis on va décaler les usines et c'est comme ça, c'est pas autrement ». Finalement, pour faire œuvre de radicalité, est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu une dictature? Je repatouille, légèrement. Mais après, quelle est aussi donc effectivement la place du citoyen? Le jour où vous me présenterez un dictateur qui soit généreux et qui se soucie du bien public, là, j'irai peut-être dans votre sens. Mais le propre d'un dictateur, c'est de se soucier de lui-même et de la part de la population dont il a besoin pour maintenir son pouvoir. Que je regarde Xi Jinping ou que je regarde Poutine, dans les deux cas, ce sont des milliardaires, des gens richissimes, avec une fortune cachée. La presse nous a appris récemment les astuces de Poutine pour que ça ne se voit pas. Si vous attendez de ces gens-là qu'ils prennent vraiment en charge le bien public, en plus non seulement le bien public humain, mais un bien public au-delà de l'humanité, je crois que là vous faites des illusions. Effectivement, on entend souvent ce discours, on a besoin d'un pouvoir autoritaire, etc. Si on a un pouvoir qui est autoritaire et qui n'a aucun contrôle, très rapidement, il ne va penser qu'à lui.
Certes, mais on peut aussi vous objecter, enfin voilà, quelle est la place du coup du citoyen dans ces décisions? Parce que dans nos pratiques, alors peut-être que ça peut se faire d'un point de vue vraiment très local, mais on a vu aussi l'échec de la Convention sur le climat. Donc est-ce qu'il y a d'autres formes de participation qui pourraient permettre des décisions rapides, peut-être radicales, au vu de l'urgence en fait de la situation? Oui, mais si vous prenez la Convention sur le climat, non, elle n'a pas échoué. Les propositions sur lesquelles elle a débouché étaient intéressantes. C'est simplement le Parlement qui les a détricotées. Et puis en plus, on a eu un président de la République qui n'a pas été très honnête. Il a dit « je fais tout passer sans filtre ». La participation, ce n'est pas la décision. Quand on parle de démocratie participative, ça veut dire qu'on va s'en remettre à des gens, en général plutôt une petite partie, très très petite partie de la population, à laquelle on va tout d'abord transmettre des informations et ensuite on va demander à ces gens d'éclairer la prise de décision publique. Là, on a fait un peu plus avec la Convention citoyenne, on leur a demandé de songer à des mesures. Simplement, il est resté quelques-unes de leurs mesures, mais c'est très très peu par rapport à ce qu'ils avaient proposé. C'est pas de leur responsabilité que la chose, si vous voulez, que la chose a été diminuée. Non, ce qui est très compliqué, c'est que si on veut vraiment toucher l'environnement, si on veut vraiment toucher des choses qui sont capitales, en fait, c'est pratiquement tout ce qu'on fait qui détruit. Hein, ce qui détruit, c'est le volume de l'énergie, enfin la hauteur d'énergie qu'on dépense, la hauteur d'objets, le volume d'objets qu'on manufacture, etc. C'est ça qui détruit la planète. Donc c'est très simple. Si vous voulez détruire moins, vous faites moins. Si vous prenez une chemise, vous n'avez aucun moyen de faire une chemise qui n'ait pas d'impact. Le seul moyen, c'est d'avoir moins de chemises. Mais c'est vrai pour à peu près tous les objets. Et donc ça impacte tout le monde. Donc de le faire de façon autoritaire, c'est un philosophe allemand qui avait vécu très longtemps aux États-Unis, Hans Jonas, qui avait pensé à ça. Il lui parlait de tyrannie bienveillante, hein, quand même une forme d'oxymore. Hein. Et donc effectivement, on s'en remettait à une espèce de conseil des sages pour prendre des décisions très 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 difficiles. Mais ce conseil des sages-là, à mon avis, ils n'auraient pas été sages très longtemps, si vous voulez. Quand vous mettez les êtres humains dans une posture de pouvoir extrêmement important, sans aucun contrôle, je n'en connais aucun qui ne finisse pas par disjoncter. Et sévèrement. Vous savez comment tous les dictateurs terminent. Pensez à Staline, ils terminent tous dans la paranoïa. Si vous passez votre vie à flinguer des gens, à la fin, vous pensez qu'ils sont comme vous et vous avez peur pour vous-même. Donc là, on est face à une espèce de quadrature du cercle. Je comprends bien l'idée, non, il faudrait qu'on aille au-delà des mécanismes démocratiques, etc. Un pouvoir autoritaire, ça serait génial, mais non, mais un pouvoir autoritaire ne sera jamais écologique. Alors, quel pouvoir ? Quel pouvoir Moi, je crois toujours à la démocratie. Je crois toujours à la démocratie. Le problème aujourd'hui, c'est que la condition pour laquelle une démocratie peut fonctionner, elle n'est plus présente. Si vous voulez, ce qui caractérise le paysage de l'information aujourd'hui, c'est une immense fragmentation. Je vais vous donner le cas des États-Unis. En plus, avec leur décision avec la Cour suprême, c'est très bienvenu. Mais si vous prenez le cas des États-Unis, eh bien, vous avez au moins la moitié de la population qui est complotiste. Puisque, en tout cas, la moitié du corps électoral continue à soutenir le mensonge de Trump, qui consiste à dire qu'on lui a volé son élection. Ça commence déjà bien. Ensuite, si je mesure le million de platistes, ceux qui croient en la Terre plate, les QAnon, qui pensent qu'il y a une petite élite dans l'État profond qui mène tout, les humanoreptiliens, je ne sais plus quel était leur délire, les ressentis, ceux qui pensent qu'on a oublié une partie de l'histoire et qu'on raconte n'importe quoi. Et j'en ai oublié. Et puis pensez à la Covid, les délires qu'a engendré la Covid ici. Donc en fait, on a désormais un paysage de l'information éclaté, avec des réseaux sociaux, avec des chaînes comme YouTube, etc., dont les algorithmes sont faits et pour décrédibiliser les informations sérieuses, et pour des raisons commerciales, pour vous enfermer dans une niche. Avec un tel paysage de l'information, ce n'est pas étonnant que les sujets écologiques ne soient jamais présents. Tout simplement parce que tout est fait pour que vous ne puissiez pas vous... Alors, on peut toujours continuer à s'informer correctement, mais ça demande une démarche quand même. Ça demande un effort. Ça demande un effort vraiment important. Henri Deloca, comment on fait pour faire en sorte que le citoyen soit plus consulté? Comment est-ce qu'on justement on prend soin de notre démocratie au vu de ces enjeux et pour que le citoyen soit vraiment au centre? Ça, je ne le sais pas. Alors je parle, je dis des histoires, non? Alors, par exemple... Il y a dans une époque, les chefs de l'Iran, de la Perse, décidaient de prendre comme ça les décisions les plus importantes. Ils faisaient un banquet le soir, ils s'enivraient et ils prenaient des décisions en état d'ivresse.
Mais après, il devait les confirmer le jour après. Alors, les bonnes idées viennent dans le moment, dans l'état d'ivresse. Après, il faut les confirmer et les ratifier avec le passage successif, un peu de lucidité. Voilà, on reconfirme avec la sobriété. Mais l'idée que j'ai de démocratie, de l'emploi démocratique de la citoyenneté, pour moi, c'est l'exemple de la Val de Susa. La Val de Susa, qui se bat depuis des décennies contre cette œuvre majeure, et a réussi à la retarder jusqu'à la rendre nulle et ridicule. Et a réussi à faire ça. Alors racontez-nous pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire. Oh, il y a un projet de tunnel qui perce les montagnes de la Val de Susa, qui sont des montagnes pleines d'amiante et de pechblende, entre Turin et Lyon. C'est un projet comme ça. Ce qu'on appelle ici la LGV Lyon-Turin. La ligne à grande vitesse. Ce n'est pas de grande vitesse parce qu'elle épargnerait environ 40 minutes. Donc, ce n'est pas de grande vitesse. Et en plus, peut transporter seulement des marchandises. Donc, les mozzarella, ça seront très fiers d'arriver avec 40 minutes d'avance à Lyon. Mais en plus, il n'arrive pas à Lyon. Il s'arrête beaucoup avant. Il y a le chemin de fer français ont décidé de poursuivre la ligne jusqu'à Lyon. Donc c'est une œuvre inutile mais micidiale pour la santé de la population. Et donc ils ont réussi avec leur forme de rassemblement public, prendre des décisions, à se battre, à subir la répression. La Val de Susa est en état de siège. Il y a les soldats dans les rues, pas la police, oui, mais aussi les soldats, en plus de la police payée par l'entreprise. L'entreprise paie l'hébergement de la police comme si c'était une milice privée, sa milice privée. Et donc, ils ont réussi dans ces décennies à rendre cette œuvre, à la retarder jusqu'à la rendre invraisemblable. Donc, ils sont réussi comme avec leur participation civile, avec leur rassemblement public, leur manifestation, leur unanimité de toutes les couches sociales et de toutes les générations, les vieux comme les garçons. Là, il y a un exemple de citoyenneté réalisée par une communauté. Donc, pour moi, je vois ces différentes... ma réponse est la Val de Susa et l'ivresse des satrapes. mais après, c'est Dominique Bourg peut-être là-dessus, c'est qu'à défaut peut-être d'avoir un système en l'état, alors la blockchain ou des participations citoyennes peut-être au niveau plus local, enfin, on voit que de toute façon, en réaction à des projets d'infrastructures notamment, on l'a vu avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on le voit, enfin il y a plusieurs ZAD, il suffit pour ceux qui ne suivent pas ce compte de suivre un compte qui s'appelle Les Soulèvements de la Terre sur Twitter et vous allez voir à quel point la France regorge d'actions collectives autour des questions notamment de rapport à la nature, d'artificialisation. On l'a vu là, pas plus tard qu'il y a quelques mois, sur les jardins ouvriers d'Aubervilliers, sur la piscine des JO. On l'a vu sur le triangle de Golès, on le voit à Châtelet. Enfin, toute la France pullule et l'Europe. Est-ce que, à défaut d'avoir un système qui mette le citoyen au centre dans l'action politique et dans la détermination des politiques publiques, déjà, on est dans une forme de participation, puisque aujourd'hui, les groupes s'organisent. Je pense aussi au Parlement de la Loire, qui se réunit et qui fait en sorte de faire émerger des droits pour la nature. Et puis ces gens aussi, alors ça c'est aussi le cas en Roumanie, c'est le cas en France, qui rachètent des forêts pour les protéger. Enfin voilà, on a une action collective globale, citoyenne, qui permet en fait d'être un contre-pouvoir en attendant peut-être d'imaginer autre chose.
la France, mais pas seulement, mais la France est très très riche de toutes sortes d'initiatives citoyennes contre les grands projets inutiles, etc. Même des choses comme Terre de Liens, puisque là on a un défi énorme, puisqu'il y a une grande partie des paysans actuels qui vont partir, et s'ils ne sont pas remplacés par des individus qui veulent faire de l'agroécologie, etc. C'est les grands groupes qui rachètent. Enfin voilà. Donc on est face à tous ces défis. J'aurais presque envie de dire comme Éric, effectivement, j'aurais presque envie de dire j'en sais rien justement, mais avec des espoirs. C'est-à-dire que moi non plus, j'arrive pas à comprendre, si vous voulez, d'un côté vraiment une partie de la société qui est très active, très engagée, très imaginative, qui fait des choses très différentes et de toutes sortes, et puis effectivement, si vous voulez, un paysage politique déjà qui n'accroche pas. On l'a vu avec les récentes élections législatives. On a une petite partie du corps électoral qui s'exprime. Et donc là, on est un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire que ce que j'arrive à comprendre là-dedans, c'est que je sais très bien que le système classique, si vous voulez, ce qui a tenu nos démocraties pendant plus d'un siècle, c'était très clair. On avait un objectif pour la société, on avait un double objectif pour la société, et tout le monde le partageait. Depuis la fin du 19e siècle, et ça n'a pas été simple de le gagner, mais depuis la fin du 19e siècle, on était tous d'accord pour le fait qu'une société devait viser l'enrichissement maximal de tous. Là, il s'agissait de s'arracher à la vallée des larmes, il s'agissait de s'arracher à la famine. Et ça n'a pas été évident. Pendant des millénaires, les riches se foutaient qu'il y ait des pauvres, ce n'était pas leur problème. Là, non. Tout le monde était d'accord pour dire oui, il doit y avoir un enrichissement de l'ensemble de la société. Ensuite, il y avait, et c'était connexe bien sûr, il y avait un deuxième objectif très clair, c'est on doit répartir cette richesse. Donc ça, c'était, si vous voulez, les objectifs que la Constitution pouvait transcrire. Ensuite, pour chacun de ces objectifs, on pouvait le redécliner d'une manière polaire avec le jeu droite-gauche. L'enrichissement maximum, ou maximal plutôt, les uns vous disaient c'est l'initiative des entreprises, etc. Les autres vous disaient c'est la rationalisation de la production. Redistribuer, les uns vous disaient on va le faire de manière arithmétique égalitaire. Les autres vous disaient on va le faire de manière géométrique au prorata des mérites des uns et des autres. Ok, voilà. Mais on s'était vraiment structuré là-dessus. Ça, on sait que ça ne marche plus. L'enrichissement maximal, le poursuivre, matériellement parlant, j'entends, c'est la mort de tous et de toutes. Redistribuer la richesse comme on le faisait avant, non, parce qu'on sait que ce sont les plus riches qui détruisent. On doit donc ramener le niveau de dépense des ressources naturelles à quelque chose de plus bas. On devrait revenir à une empreinte écologique de 0,8. Bon. Et donc là, on est dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a une petite minorité qui a compris ça. Beaucoup se raccrochent à l'ancien monde et en même temps, beaucoup sont perdus. Et les médias font tout. Alors, quand je dis les médias, c'est le paysage, le fait, la fragmentation du paysage de l'information, les algorithmes, le développement si vous voulez, du numérique, fait que les gens sont totalement perdus. On est perdu à un moment donné où la planète est en véritable dérive. Et donc, c'est pas de bol, mais c'est comme ça. Et là, dans l'entre-deux, franchement, moi, je n'ai pas de solution à proposer. Un vote électronique avec blockchain, non, alors là, vous allez faire péter l'empreinte écologique comme c'est pas possible. La démocratie participative, c'est très important, mais chaque fois, ce sont des petits groupes de citoyens. C'est pas ça qui vous donne une réponse plus générale. Alors, les Gilets jaunes vont vous dire le RIC, ils sont sympas, mais si vous prenez leur projet au pied de la lettre, je vous rappelle que le Parlement, chaque année en France, prend 2000 décisions. Moi, j'habite en Suisse, on vote à peu près 4-5 fois dans l'année, et quand les votations, c'est jamais une seule question qu'on vous pose, c'est plusieurs. Maintenant, si vous faites le système RIC à la française, vous allez devoir voter à peu près, vous divisez 2000 par 350 et vous voyez ce que ça donne. Vous allez voter plusieurs fois par jour. Vous ne pourrez ni travailler, ni vous nourrir, ni vous occuper de vous, ni vous laver. Vous allez passer votre journée, vos nuits à vous informer, à voter. Après, donc voilà, l'objectif n'était pas de remplacer le Parlement, d'avoir à minima voix au chapitre quand il y avait la possibilité de les interpeller. Alors, je crois qu'il y a d'autres questions encore. Et après, vous vous préparez dans la salle parce que j'ai envie d'arrêter de poser des questions. Là, j'ai l'impression que le résultat de ce que vous dites, c'est qu'en gros, le peuple est fragmenté,
que les initiatives sont surtout individuelles et qu'au final les États ne sont pas trop impliqués dans la transition écologique. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu coincé là dans le débat actuel, c'est ce que je ressens. Et du coup, je me demandais quelles sont les pistes d'amélioration. Vous avez parlé d'un problème d'accès à la formation, mais en même temps, on a non seulement un consensus scientifique qui est un peu écrasé aussi par la désinformation, mais aussi par une fabrication active de doutes, aussi à des échelles internationales. Et donc, est-ce que l'accès à l'information, c'est vraiment un enjeu qu'on peut améliorer, par exemple, qui serait pertinent et utile pour une meilleure information des citoyens à ce sujet? Pour moi, oui, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne pourra répondre démocratiquement à ces enjeux que lorsqu'on aura réussi à réformer le paysage de l'information. Alors, bon, moi, c'était, je crois, en janvier, le Monde, j'avais publié un papier avec des propositions très simples, justement, dans le débat public, si vous voulez, pour faire que, on ne convoque pas n'importe qui pour parler de n'importe quoi. C'est l'effet Don't Look Up. Alors oui, c'est l'effet Don't Look Up, mais il pourrait y avoir des règles assez simples. Je proposais des choses assez simples, un peu simplement de transparence. Quand vous êtes expert dans un domaine, vous allez devoir dire pour qui vous travaillez, quels sont vos contrats, etc. Ça serait des choses de ce type-là, si vous voulez, pour habituer les gens à sourcer un discours et voilà, celui-ci dit ça, mais effectivement, il a quand même travaillé le sujet, quoi. Parce qu'en matière de climat, vous avez des députés qui votent la loi. Vous avez vu, ça s'est passé en France récemment. Il y a des jeunes chercheurs français, jeunes chercheuses qui sont venus proposer aux parlementaires. Sur 550, je ne sais plus, il y en a 150 qui sont venus. En Suisse, à la suite d'une grève de la faim, ça a été proposé. C'était le 2 mai. Il y avait une formation, c'est pareil, avec des chercheuses et des chercheurs du GIEC, l'IPBES, etc. Il y avait, je crois, simplement un quart des députés qui étaient présents. Donc, on a des gens qui prétendent décider pour nous, qui, sur des questions qui ne sont pas des questions d'opinion, mais qui sont des questions avec une teneur scientifique, refusent de passer par la case information. Donc, ce sont des gens qui se foutent de notre gueule. Mais ça ne les empêchera pas d'être élus. C'est bien ça, peut-être, Éric de Local, le sujet, c'est qu'on a affaire à des corporations, que ce soit du côté politique, du côté des médias, en fait, qui sont hors sol, pas à la hauteur. Le débat public, en fait, c'est, écrasé, les gens sont plus haut niveau, ou alors on est devenu bête. C'est possible, hein. Des fois, j'allume ma télé et je me dis qu'on est devenu bête. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus capable dans la sphère politique et médiatique de faire face à ces enjeux? Et alors, je fais un raccourci immense, j'essentialise, mais ce n'est pas la réalité. À vous, peut-être aussi, d'écouter France Culture plutôt que Pascal Praud, notre grand ami de CNews. Mais ici, je parle à des convaincus, donc ce n'est pas l'objet. Mais est-ce que c'est ça, en fait, l'enjeu ? Pour moi, la différence entre le journalisme que j'ai connu et le journalisme d'aujourd'hui est que le journaliste était à l'époque quelqu'un qui était responsable de l'information face au lecteur, à son utilisateur de la nouvelle, de la chronique du journal. Et aujourd'hui, il est responsable de la nouvelle au conseil d'administration. Il dépend de ça. Donc, le conseil d'administration a une ligne qui adresse l'information. Alors, le métier de journaliste a été un métier il est passé de l'autre côté. Il est devenu un employé de l'entreprise et non la pointe de l'information. Il n'est jamais sur place, le journaliste. Quand on le trouve, il écrit dans son bureau. Il recueille les informations à travers les agences de presse. Donc c'est un autre métier. Et beaucoup pire payé, en plus. Donc c'est un métier en crise. Non, mais c'est qu'en fait, au même titre d'ailleurs que la politique, c'est aussi des métiers en crise. Aujourd'hui, ça c'est à titre vraiment de contexte, en France, la moyenne de détention d'une carte de presse, c'est 15 ans. Le temps de comprendre en fait qu'il vaut mieux aller ailleurs parce que vous êtes précaire, parce que vous ne gagnez pas très bien votre vie malgré 5, 6, 7 ans d'études. Enfin, on n'est pas là pour faire un débat sur la presse, mais on voit à quel point, dans cet enjeu démocratique,
la question d'une presse libre, bien financée et qui est en capacité en fait d'accompagner ses lecteurs, elle est centrale. Mais est-ce que pour autant vous diriez, Ridoloca, que on a aussi en fait une classe politique? Vous venez d'Italie, enfin, je vous disais un peu ça tout à l'heure. Voilà, vous avez eu Berlusconi des années, on a eu Trump aux États-Unis. Enfin, on voit aussi émerger dans la classe politique des gens qui sont fondamentalement pas au niveau et qui sont aussi des industriels dans une certaine mesure. Ils font le métier de politicien parce qu'ils font un investissement sur eux, pas sur le service public. Ils investissent et ils ont besoin de retirer un avantage. Le Parlement italien, dans ces peu d'années, a réussi à presque 300 élus ont changé de parti, comme ça. Parce que c'était plus convenant d'aller de notre part ou se séparer, comme ça. Donc, ce sont des personnes qui, légitimement, font leur intérêt. Il n'y a aucune mission publique. Donc, ce sont des employés qui essaient de faire durer le plus possible le lieu de travail. Il y a une question de valeur et de sens du commun et des services publics. Est-ce que vous avez une dernière question? Sinon, je passe à la salle. Peut-être une question un petit peu tatillonne. Depuis tout à l'heure, personnellement, je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qu'on est pas mal dans la négative et dans OK, on a constaté que ça ne fonctionnait pas et que ça ne fonctionne pas et que ça ne fonctionne pas et donc ça ne fonctionnera pas. Juste dans une aparté là-dessus, sur le journalisme, je pense qu'il y a des choses très bien qui se font avec les jeunes. Pensez à Hugo Décrypte, à Gaspard G, tous ces nouveaux formats. On a fait exprès de dire qu'on essentialisait. Mais après, beaucoup ne s'informent pas du tout. Voilà, il y a ça. Beaucoup s'informent en regardant un snap de la télévision qui est passé sur TikTok. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui arrive, mais est-ce que vous, en termes, justement tout à l'heure, vous disiez que, à un certain âge, on ne devrait plus voter, est-ce que vous, de votre prisme, vous pensez qu'il y a des solutions à la situation écologique? Et quelles seraient ces solutions? Et aussi d'un prisme démocratique, parce que le sujet c'est quand même la démocratie à l'origine, écologique, mais la démocratie quand même. Est-ce que ça existe une démocratie écologique? Est-ce que c'est possible? Et quelles solutions vous donneriez aux futures générations, etc. Des solutions, Dominique Bourg. Oui, mais bien sûr, il y a des solutions, il y en a plein. Comment dire? Alors, on saurait en tout cas quelles sont les grandes orientations qu'on devrait prendre, un certain nombre de réformes qu'on va faire. Moi, je vous renvoie un petit bouquin qu'on a publié à 7 qui s'appelait « Retour sur Terre, 35 propositions ». Voilà, là c'était tout un ensemble de propositions pour essayer de faire face à la situation avec des propositions nationales, européennes, des propositions aussi à l'international. Non, ce n'est pas les idées qui nous manquent. Ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est l'adhésion à certaines de ces idées d'une part importante du corps électoral. Et ça, je crois que la question de l'information est une question clé. On a donné l'exemple de Berlusconi, l'exemple de Trump. Ce sont deux personnages qui se sont créés par la télévision et qui ont réussi à avoir un certain ascendant. Alors Berlusconi, il a carrément inventé des chaînes pour faire le public à sa mesure et ça a très bien marché et ça a été le premier. Si je regarde, alors c'est pas du tout par nostalgie pour revenir à ce paysage, on a besoin d'autres règles et on ne va pas revenir au paysage d'autrefois. Mais si dans l'information, il y a la part de l'information que vous pouvez collecter par vous-même parce que la source est proche, mais tout ce qu'on sait de l'état du monde, vous et moi, seuls, on ne peut absolument pas le produire. Qu'on le veuille ou non, on doit passer par des sources tierces. On n'a aucun autre moyen de s'informer et c'est fondamental dans même le moral qu'on a, dans l'idée qu'on se fait des choses, etc. Donc, si vous voulez, l'information, c'est vraiment quelque chose de capital. Maintenant, dans le monde des années 60, encore début des années 70, etc., vous aviez une chaîne ou deux de télévision, quelques journaux, quelques radios. Alors, ça voulait dire que sur un plan strictement factuel, que vous soyez à l'époque communiste ou, je sais pas moi, UD, je sais pas quoi, voilà quoi, conservateur. Libéral.
factuel. Oui, tout à fait. Eh bien, sur la factualité du monde, vous étiez d'accord. Quand il y a eu l'invasion de la Tchécoslovaquie, ça existait encore à l'époque, même les communistes ne niaient pas cette invasion. Ensuite, on l'interprétait d'une façon différente, et cette interprétation, on pouvait l'approfondir par une presse plus spécialisée, par le livre, etc. Donc là, on était dans un monde factuel commun. Et je suis certain que si on avait eu le problème qu'on a aujourd'hui en termes de climat, s'il s'était posé à cette époque-là, on n'aurait pas réagi de la même manière, parce que factuellement, le monde aurait été le même. Aujourd'hui, on vit dans des mondes factuels qui sont différents. Et ça, vous ne pouvez pas avoir de démocratie dans ces conditions-là, je suis désolé, c'est totalement impossible. Donc comment on fait? Quelles sont les règles qu'on invente? Je vous disais tout à l'heure, on va essayer d'en produire quelques-unes. Quelles sont les règles qu'on invente avec l'état du monde tel qu'il est, pour arriver à retrouver un paysage de l'information qui se tienne un peu plus? Et ça, c'est vraiment fondamental. On ne peut pas prendre, si vous voulez, des décisions dures et qui vont concerner tout le monde si l'ensemble des gens n'ont pas compris, n'ont pas les connaissances suffisantes sur le problème. Ça n'est pas possible. Et toute la difficulté du monde dans lequel on est, c'est plus ça va, plus on a tendance à se divertir, et pourtant, plus on est confronté à un monde très complexe par rapport auquel on aurait besoin de connaissances beaucoup plus affinées. Voilà, tant qu'on n'aura pas tenté de résoudre cette équation, écologiquement, je ne pense pas qu'on arrivera à avancer, j'en suis désolé. D'autant que c'est ça la difficulté, c'est comment en fait faire nation, comment faire commun, à partir du moment, et ça, d'expérience, vous avez des gens qui vous interpellent en disant « mais est-ce que vraiment Boutcha, c'est pas un montage, ce qui s'est passé en Ukraine ?» Voilà ce qu'on peut vous dire. Quand vous évoquiez tout à l'heure la prise d'assaut du Capitole, enfin l'ersatz de coup d'État le 6 janvier dernier, ceux qui ont fait ce coup d'État sont convaincus d'avoir sauvé la démocratie. Donc en fait, dans cette ère de ce qu'on appelle la post-vérité, vous faites du coup la relativité des faits, effectivement, est-ce qu'on peut faire nation? On aura beau avoir des Hugo Décrypte, je veux bien qu'on soit pessimiste, hein, mais à un moment, c'est la vie. Désolé, c'est votre monde, c'est le nôtre aussi. Non, vous n'êtes pas d'accord? Alors je vous écoute. Moi, je suis pas désolé, c'est pas votre monde. En fait, il y a quelque chose qui me frappe. Enfin, je suis désolé non, mais c'est très bien. J'ai bougé la tête et vous m'avez donné le micro. Mais c'est exactement comme ça que ça marche. Il y a quelque chose qui m'étonne un peu, c'est le regard que vous portez, enfin que nous portons, que l'homme porte sur l'homme. Et en fait, on est un peu la pire espèce, vous voyez. Je pense que le monde irait vraiment mieux sans nous. Faut plus faire d'enfants. Excuse-moi, tu peux mourir s'il te plaît, parce que tu produis du carbone. C'est pas non plus ce qu'on a dit. On a fait un constat d'une réalité. Ah non. On fait un constat d'une réalité qui sont documentées par des chiffres et des études chez les plus jeunes. En fait, il y a une désespérance de l'homme par l'homme, et or l'avenir de l'homme et l'avenir de la planète, c'est l'homme. Qui va trouver des solutions? C'est l'homme. Quels sont les enfants qui vont pouvoir grandir et trouver d'autres solutions et pouvoir aller se promener dans les Alpes et faire de la grimpe et s'émerveiller? C'est l'homme. Et quand j'entends des jeunes qui disent moi c'est sûr que je ne ferai pas d'enfants, je leur dis c'est dommage, parce que vous empêchez la planète d'avoir des chercheurs, des philosophes, des écrivains, des penseurs qui pourraient donner de la réponse. Moi, je suis assez étonné du regard pessimiste. Et oui, il y a des solutions. Et oui, moi aussi, je suis un peu atterré de la politique. Mais il y a énormément de solutions, je pense, au niveau local. Je pense que les mairies, on ne va pas réinventer la poudre aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur toutes les actions collectives qui se font au plus près du terrain. Au plus près du terrain, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, et en fait, le meilleur est devant nous, quoi. Et c'est trop bien. Et en fait, j'ai pas à m'excuser de vivre, d'émettre du CO2 et d'attendre un enfant. Et non, je suis pas un criminel parce que j'attends un enfant. Et en fait, il y a quand même un discours pour avoir traîné un peu Extinction Rebellion, la bascule et tout. Il y a un discours ambiant qui est de culpabilisation, hyper culpabilisant.
non, l'homme est beau, l'homme est grand. Vous prenez l'avion du coup et vous vous faites démonter? Ouais, grave. Et puis demain, je vais à Barcelone boire un café. Mais non, mais en fait, j'essaye d'être un peu responsable dans ce que je fais. Mais en fait... Je vous taquine, je fais exprès. Non, mais évidemment. Je trouve qu'il y a un regard sur l'homme qui est un peu flippant et qu'il faut redécouvrir. Voilà. Eri De Luca, qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, on est trop sévère, on est trop pessimiste et la solution, elle viendra aussi de l'homme. Et la preuve en est, le Covid nous a démontré qu'on a une capacité d'intelligence collective qui fait que même quand l'État parfois faillit, c'est de toute façon toujours l'homme qui s'adapte, qui est agile et qui trouve des solutions. Oui, l'homme est une machine merveilleuse. L'humanité est une machine merveilleuse qui arrive à s'améliorer malgré la constance de s'entre-détruire régulièrement, qui arrive à s'améliorer même dans les pires des circonstances de la destruction mutuelle. Mais pour moi, la solution reste toujours c'est la même pour les générations futures, se débarrasser de nous. Donc vous voyez, la problématique, c'est pas les hommes, c'est les vieux. Si, mais il faut faire un point ferme. Ceux qui sont nés avant le 2000 sont hors de loi, hors des droits. Non, aujourd'hui, ça c'est une boutade, ça fait rire. Mais demain, ça sera évident. Oui, pour quand même répondre un peu à ce que vous venez de dire. Déjà, la première chose dont on doit bien prendre compte, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, si vous voulez, je me suis intéressé aux questions environnementales depuis très longtemps, mais si je me souviens, Rio, 92, etc., on était absolument persuadés de ce que vous dites. Et moi, je n'avais à l'époque absolument aucun doute sur le fait qu'on trouverait les solutions. Et si vous voulez, ce qui rend la période dure, c'est qu'on voit qu'on s'enferme dans une impasse. Si je prends les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité depuis 92, en gros, ça a dû doubler, quelque chose comme ça. En tout cas, on a ajouté au moins entre 1 et 2% de plus de gaz à effet de serre depuis. On a réussi à répondre à aucune des difficultés. Donc voilà, là on est vraiment à un moment très difficile. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille se culpabiliser gratuitement. Et donc, de mon côté, mais chacun est libre, moi j'évite de dire l'homme, parce que si vous voulez, alors d'une part déjà, les bêtes, on ne serait pas là, elles seraient très contentes, elles seraient déjà beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus épanouies, mais bon, c'est pas une raison pour nous flinguer tous, on est d'accord là-dessus, mais c'est pas l'homme. En fait, si vous regardez la partie vraiment destructrice, si on avait commencé par ça en regardant la question des revenus, il y a à chaque fois des minorités qui sont très destructrices. C'est les 1%? Alors les 1%, c'est absolument terrible, même les 10% dont on fait partie, mais voilà. Mais bon, donc ça déjà, c'est à mon avis, évitez déjà de dire là. Maintenant que vous révoltiez contre un discours qui est trop pessimiste, je le comprends très bien et à la limite je le partage. Mais si vous voulez, quand on tient ce discours-là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du tout envie d'agir. Ça veut dire effectivement aussi qu'on a une espèce de fatigue, si vous voulez, par rapport à des discours qu'on a tenus pendant des décennies sans que ça débouche sur quoi que ce soit. Il peut y avoir une colère, il peut y avoir une forme de désespoir, mais ça ne vous empêche pas d'être heureux. Moi, et vous savez, j'ai eu ce problème avec des étudiants. J'étais obligé de leur enseigner l'état du monde. Mais évidemment, mon problème, ce n'était pas qu'ils se suicident après mon cours. Donc, la difficulté, c'est de toujours faire la part des choses entre ce qu'on a à dire, ce qui est factuel. On est obligé de le dire, sinon on leur ment. Et puis effectivement, maintenir une certaine forme d'espoir. Et je vous coupe, Domenico, parce que il s'avère que, pardon, je vais parler 1 minute, mais sur la solastalgie, l'éco-anxiété, il s'avère que j'ai fait une émission là-dessus en octobre dernier, à la suite de la parution de cette étude dont vous parliez tout à l'heure, et qu'on avait en fait une spécialiste de la question. Et qu'elle disait, on en reçoit, c'est vrai, on en reçoit, mais en fait on leur dit bien, la seule manière aujourd'hui de passer de cet état de, voilà, on subit, on a le sentiment qu'on ne peut pas se projeter, etc., c'est d'entrer dans l'action.
Et quand vous allez aujourd'hui auprès des jeunes militants de la génération climat, je pense à Alternatiba, vous évoquez Extinction Rebellion, certes pour beaucoup ils peuvent avoir ce passage d'éco-anxiété, notamment je me souviens de cet été avec le 2e volet du rapport du GIEC où ils ont tous pris un coup, mais derrière en fait, parce qu'on est tous finalement un peu agiles et comme ça, ça les emmenait dans l'action et la possibilité de se dire je vais agir, ça leur permettait de juguler un petit peu cette angoisse. Pardon pour cette... je vous en prie. C'est très bien. Moi, je voudrais revenir, si vous voulez, à l'histoire de l'information. Il y a quelques mois, je me suis amusé, j'avais jamais fait ça, j'ai regardé un quart d'heure CNews. Faut pas faire ça. Attendez, non, justement, mais je l'ai pas refait 2 fois. Au bout d'un quart d'heure... Vous l'avez fait en mode anthropologie. Non, mais je l'ai fait par étude, quoi. Mais au bout d'un quart d'heure, j'étais persuadé qu'il y avait 15 immigrés avec un couteau dans les dents dans ma cuisine. C'est complètement fou, quoi. Et donc, il y a une puissance, quand même, une puissance d'un certain nombre de médias. Je veux désigner personne, mais il y a un individu que les médias ont monté. Alors, il ne s'est pas passé ce qui s'est passé avec Trump en France ou ce qui s'est passé avec Berlusconi en Italie. Mais c'est pareil, quand je regardais un peu le soir les chaînes d'information continue, on ne parlait que de Zemmour. Pendant des mois, on n'a parlé que de lui, quoi. Il y a un problème là. Il y a une question de déontologie, de règles de fonctionnement de certains médias qui font que pour avoir de l'audience, c'est complètement irresponsable, quoi. Parce qu'effectivement, quand vous avez des gens en face de vous, si vous entendent sans arrêt ce discours, ça finit par avoir une force d'imprégnation. Mais là où monsieur nous dit, à un moment, certes, l'état du monde, il est ce qu'il est, mais est-ce que ça doit nous empêcher, en fait, de vivre au point de se dire que, finalement, la nature serait bien meilleure sans nous et que, bon, une petite extinction, la 7e extinction, qui serait nous, finalement, ce serait peut-être bienvenu. Non, mais moi, ça ne m'empêche pas. J'ai pendant 30 ans ou même plus, j'ai vraiment tenu un suivi très précis des informations, climat, biodiversité, etc. Normalement, je devrais être mort. Ah non, on peut tenir cette information et garder des choses, on garde une sorte d'optimisme. Là, je suis lié à une initiative que je trouve très intéressante, c'est l'université de Tours, avec la ferme de Philippe Desbrosses, la ferme de Miancet. On monte un DU, un diplôme universitaire de civilisation paysanne. Donc en fait, alors faut qu'on trouve des chalands, mais l'idée, c'est, alors il y a une formation agronomique, permacole, agroécologie, autonomie paysanne, etc. Et il y a une formation philo, anthropologie, histoire, donc pour former un peu si vous voulez, des gens qui retournent à la terre, mais parce qu'ils veulent reconstruire quelque chose, redonner les ferments d'une civilisation. Donc quel que soit, si vous voulez, l'état du monde, il y a une part physique du monde de demain qu'on connaît malheureusement. On risque d'avoir des surprises, mais plutôt du côté négatif. Mais la manière dont l'humanité va réagir, la possibilité d'avoir un sursaut, la possibilité de voir des consciences à un niveau beaucoup plus large changer, vous ne pouvez jamais l'exclure. Donc, quelle que soit la dureté du monde, de garder en quelque sorte une espèce de feu intérieur, parce que ce qui menace les militants Extinction Rebellion, etc., c'est quand ils voient que, évidemment, leurs actions, alors qu'ils paient de leur personne, ne donnent rien, c'est soit de se désespérer, c'est-à-dire de tomber dans une solastalgie, mais là, totalement pathologique, soit d'aller vers l'action violente. Et donc, c'est très important de savoir garder un espoir, de savoir garder du sens, de ne pas tomber dans quelque chose de totalement noir, mais ne pas tomber dans quelque chose de totalement noir, ça ne doit pas vous empêcher de voir le monde, malheureusement, avec ces chiffres lourds qui sont les siens aujourd'hui. Voilà, moi, c'est ce que je répondrais, quoi. Alors, je pense qu'on a plusieurs... alors, mademoiselle ici, là-bas, ici. On va vous prendre en salve, si vous êtes d'accord, parce que sinon, on va être en retard. Merci. Comme le débat est sur la démocratie et que la démocratie, on parle d'un peuple, il y a une certaine unité et une égalité des personnes, je suis très étonnée et un peu attristée, Éric Lucas, de vous entendre vous auto-éliminer, vous avec tous les plus de 60 ans, parce que comment voulez-vous que la jeunesse apprenne à vivre comme vous avez vécu, apprenne à cuisiner local, apprennent à se réjouir des toutes petites choses dont vous êtes réjouis, avec lesquelles vous vous êtes construits, et comment, en fait,
pour moi, il y a un positionnement qui n'est pas du tout juste. Il y a j'entends que je vous entends en démission démocratique. Et je trouve que les vieux ont un rôle hyper important de transmission à jouer, et les jeunes ont effectivement cette action à proposer pour garantir une sécurité aux plus vieux. Parce qu'aujourd'hui, les vieux, ils peuvent, entre guillemets, mal voter parce qu'ils ont peur de l'avenir. Et les jeunes peuvent rassurer les vieux sur l'avenir. Mais vous ne pouvez pas démissionner comme ça. Vous nous privez d'un patrimoine. Je vous dis quelque chose en plus. Vous privez l'humanité d'un patrimoine qu'on ne pourra pas réinventer si vous ne le transmettez pas. Et ça marchait comme ça. Il était une fois marché comme ça. Les vieux transmettaient quelque chose. Donc, que la jeunesse pouvait accepter ou refuser, mais l'acte de transmission était réalisé. C'est réalisé. Maintenant, on ne transmet plus rien. On ne transmet plus rien. Donc, je démissionne volontiers, parce que c'est mon âge qui me démissionne. Je suis en train le fait que vous interrogez moi sur le futur, pour moi, c'est ridicule. Ça veut dire que je vais m'interdire grammaticalement l'emploi du verbe au futur. Je peux parler du verbe au passé, je peux employer tous les verbes au passé, je peux faire le métier d'historien ou d'écrire des histoires. Je peux parler du présent. Par exemple, moi, maintenant, je dois partir parce que j'ai un avion, et donc je dois partir. Mais je ne peux pas dire je prendrai l'avion. Non, ça c'est interdit. Je dois partir et je dois aller à l'aéroport. Après, on voit jour par jour, mais moment vous par moment. comprenez que pour construire Donc, le futur, il faut du passé. Il faut s'interdire, les vieux doivent s'interdire, ou bien quelques vieux comme moi qui emploie le verbe futur, les jeunes gens autour de lui se moquent de lui. Il emploie le futur. On regarde là quel genre d'ivrogne qui s'occupe du futur. Qu'est-ce que tu as à voir avec le futur? Bon, mais en attendant, il transmet dans ses livres. Alors, on continue. Oui, alors moi j'avais deux questions. J'avais une première question, on a parlé de démocratie et de citoyens, on n'a pas beaucoup parlé d'entreprises. En fait, les entreprises aujourd'hui présentent quand même des roadmaps de décarbonation importantes, elles présentent des roadmaps d'arrivée à la neutralité carbone importante. L'information extra-financière devient aussi un enjeu clé. Et quand vous faites, par exemple, des productions zéro carbone, ça a un impact sur votre cours de bourse, en fait, et immédiat. Donc la question, c'est est-ce qu'on considère aujourd'hui que les entreprises n'en font pas assez et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que toutes ces roadmaps de décarbonation, c'est du greenwashing ou pas? Donc première question sur l'entreprise. Et la deuxième, qui est un peu différente, mais qui s'inscrit quand même dans le prolongement. Vous parlez beaucoup de retour à la terre, de retour à la nature. C'est un discours qu'on peut aussi entendre chez les extrêmes. Enfin, voilà, c'est quand même un discours qu'on entend aussi chez l'extrême droite. Et donc, comment est-ce qu'on concilie cette question d'écologie en arrivant quand même à maintenir cette distinction-là qui paraît importante aussi? En fait, on parle beaucoup de retour à la nature et en même temps, ce thème de retour à la nature peut être aussi préempté par l'extrême droite. On a entendu, voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'extraire, pour tenir ce discours-là et en même temps ne pas tomber dans ce travers-là? Avant que vous répondiez, Dominique Bourg, parce qu'effectivement, Monsieur De Luca doit vraiment partir à l'aéroport. Non, mais c'était... Merci beaucoup. Et vraiment, Eri, on veut vous voir plus dans le futur. Hein. Pardon. Dominique, pardon, est-ce que, si vous êtes d'accord, parce que je crois qu'il y avait deux autres interventions ici, comme on arrive à la fin et qu'on va déborder, est-ce qu'on pourrait enchaîner, s'il vous plaît? Hop. Donc, je note entreprise. Merci. Ma question est plutôt simple et assez claire. J'aimerais savoir quelle est la place de l'expérience en politique. Parce qu'on a parlé de ZAD, notamment, de zones à défendre, qui sont d'une richesse incroyable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le politique va s'en inspirer? Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, non. Alors, quelle est cette place? Où placer l'expérience dans la politique pour changer nos modèles? Merci.
Merci beaucoup pour vos interventions. On a parlé de lien entre la démocratie et l'écologie, notamment M. Bourg, vous avez souligné qu'un régime autoritaire ne pourrait pas être écologique. Est-ce qu'à l'inverse, un régime démocratique devient nécessairement écologique? Est-ce que c'est une condition suffisante pour qu'il soit écologique? Oui, eh bien, va falloir... Ouais. Voilà. Et le pire, c'est qu'il faut que je vous dise que vous avez 5 minutes pour tout. Oui, alors je vais essayer de répondre à tout en 5 minutes. Alors, peut-être les entreprises? Oui, alors juste avant, nuancer, pour vraiment aussi, bon, lui, il a poussé le bouchon très loin, mais on peut bien surpondérer le vote des jeunes. Ça ne veut pas dire que les vieux disparaissent. Ça veut dire que par rapport au futur, effectivement, leur poids est moindre, moi, ce qui me semblerait tout à fait normal. Voilà. Maintenant, sur la question des entreprises, non, les entreprises, c'est aussi un élément fondamental. Non, les entreprises, c'est comme les individus, elles ne font pas toutes la même chose. Hein, une entreprise qui est bicorp, il faut quand même le faire. Une entreprise qui veut commencer à faire une démarche avec la loi Pacte, de devenir une entreprise à mission, c'est assez engageant et ça va être des années un peu de réorientation. Non, ce n'est pas du flanc. Et en fait, dans le monde où on est aujourd'hui, on a besoin de tout. On va s'en tirer avec synergie. Il faut que les citoyens et les entreprises et les institutions bougent. Si on bouge tous en même temps, voilà, on a quelques chances d'y arriver. Si ça se fait dans un désordre absolu, c'est pas possible. Pour revenir à l'histoire des ZAD, dans un petit bouquin qu'on est sorti il y a quelques années qui s'appelait « Réinventons la démocratie du XXIe siècle », on proposait une idée de troisième chambre, et une des fonctions de cette troisième chambre, c'était d'aller sur les territoires, de voir toutes les expériences intéressantes, et quand elles paraissaient vraiment pouvoir avoir un intérêt à être multipliées, proposer au Parlement un projet de loi pour que ces expériences puissent se faire. On va devoir tâtonner nécessairement dans la période où on est, donc la possibilité d'expérimenter, y compris d'ailleurs sur un plan, si vous voulez, même sur un plan constitutionnel. Aujourd'hui, on devrait se concevoir un peu comme les cités grecques au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elles n'ont cessé d'expérimenter des constitutions différentes. Il ne faut pas qu'on hésite à faire ça. Moi, je suis à fond pour, si vous voulez, ce qui existe en Suisse, c'est-à-dire la démocratie semi-directe. Si on proposait aux Français une 7e semaine, une 20e semaine de congé, ils diraient tous oui. Bah, ils vont se ruiner, ils apprendront, puis la fois d'après, ils feront plus gaffe, etc. La démocratie, ça s'apprend. Et donc, effectivement, donner du pouvoir aux gens, bah, c'est une pédagogie, ça c'est vraiment très important. Dernière question sur la, je fonce, hein, sur la démocratie. Et il y a démocratie et il y a retour à la nature. Et oui, alors retour à la nature. Non, de toute façon, retour à la nature, vous allez avoir du mal. Hein. Il n'y a plus rien. Donc, non, mais se réinspirer, recomprendre les choses. Bon, moi, c'était l'objet d'un livre qui s'appelle Primauté du vivant, qui est sorti il y a quelques mois. Si ça vous dit, regardez, là, vous aurez quelque chose d'un retour qui n'est pas un retour, mais pourtant, il s'agit bien de se réenraciner vis-à-vis du vivant. Et puis, pour reprendre la question de la démocratie écologique, non, la question de la démocratie écologique, très rapidement, c'est la démocratie tout court, sauf qu'il y a un droit individuel sur lequel vous allez revenir. C'est le droit à consommer et le droit à produire, et pas les autres droits. Et là, une démocratie écologique, c'est la même chose qu'une démocratie tout court, sauf que vous ajoutez des valeurs nouvelles. Ce n'est pas simplement le respect des autres êtres humains, c'est le respect du vivant en général, etc. C'est le fait de savoir se projeter dans le futur. Donc en ce sens-là, une démocratie ne passe pas nécessairement à écologique. Non, c'est un sacré boulot. J'espère qu'elles y arriveront. Pour le moment, aucune n'y est arrivée. Mais ça ne peut partir que de la démocratie elle-même, parce que ça suppose qu'on reprenne une grande partie de l'héritage démocratique classique. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout. Et de toute façon, ça veut dire donc prendre soin de nos démocraties, ce qui, en l'état absolument, c'est comme la prunelle de nos yeux. Oui, exactement, ce qui est quand même la base de tout. Merci beaucoup, Dominique Bourg. Merci.